Je vais vous présenter un instrument à la fois très vieux dans son principe général de fonctionnement et très récent dans sa forme actuelle, la harpe. Alors comment ça marche? Nous allons commencer par regarder comment est composé cet instrument et ce qui permet de produire un son différent de celui d'autres instruments, son que je vous fais entendre tout de suite. Alors qu'est-ce qui fabrique ce son? Ce son spécifique, caractéristique de la harpe. La harpe est un instrument à cordes dites pincées. À la différence d'autres instruments à cordes frottées, comme le violon ou le violoncelle, ou encore des instruments à cordes frappées, comme le piano, sur lequel un petit marteau frappe la corde. À la différence aussi d'instruments à cordes pincées par autre chose que la main, comme le clavecin dans lequel il y a une petite pièce qui s'appelle le sautreau, qui vient pincer la corde. Alors, qu'est-ce qu'on appelle pincer? En fait, on ne pince pas vraiment, je ne fais pas comme ça. Je tire la corde, elle vibre, elle fait vibrer l'air autour d'elle, et c'est ce qui produit un son. C'est le principe de base, le premier principe, extrêmement simple, qui est assez intuitif. Si vous prenez une corde que vous tendez entre deux bâtons et que vous la tirez, en vibrant, elle va produire un son. Sauf qu'ici, c'est un peu plus sophistiqué, puisque vous le voyez, il y a beaucoup de cordes et que chacune produit un son différent. Qu'est-ce qui fait que cette corde-ci produit un son plus grave que celle-ci, ou encore que celle-ci? Le son que l'on produit, plus exactement la note, dépend de plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est le plus important, sans doute, c'est la taille de la corde. Vous voyez ici qu'on a des cordes très longues tout en bas et très petites tout en haut. Plus la corde est longue, plus le son est grave. Je vous fais entendre l'ensemble de ces cordes du plus grave au plus aigu. Les cordes les plus grandes, les plus longues, produisent le son le plus grave. Donc premier facteur qui permet de jouer une note plus ou moins grave, c'est la taille de la corde. Deuxième facteur, c'est l'épaisseur de la corde. Les cordes les plus épaisses produisent un son plus grave que les cordes plus fines. Troisième élément, le matériau. En bas, nous avons des cordes qui sont dites des cordes filées, qui sont en métal. Vous entendez ici, si je la frotte, un son métallique. Au milieu, nous avons des cordes en boyau. Et tout en haut, les toutes petites cordes sont en nylon. Donc, troisième facteur, le matériau. Dernier élément, la tension de la corde. Plus la corde est tendue, plus elle produit un son aigu. Vous pouvez l'entendre ici, je vais jouer cette note qui est un Do, et à l'aide d'une petite cheville qui est en haut de la harpe, je vais tendre davantage ce Do, et vous allez entendre que cela va être de plus en plus aigu. Et maintenant, je détends la corde. Et le son est plus grave. Donc, taille de la corde, son matériau, son épaisseur et sa tension permettent que chacune de ces cordes rende un son différent. Le principe de base de la harpe est donc très simple, le principe des instruments à cordes pincées en général. Une corde bien tendue sur laquelle on tire produit un son, produit une note. C'est un principe qui existe probablement depuis très longtemps. Les plus anciennes harpes dont on a des traces matérielles sont des harpes égyptiennes, mais il est probable que bien avant, les hommes avaient fait l'expérience, ne serait-ce qu'à partir d'un arc, une corde d'arc bien tendue que l'on relâche, fait zwing, cela produit un son, et on peut le transformer en instrument de musique. Alors, sauf que justement, si je prends simplement une ficelle et que je la pince, je vais avoir un son très faible. Dans la plupart des instruments de musique, et c'est le cas de la harpe aussi, ce son est amplifié. Il est amplifié en deux étapes. La première étape, c'est la vibration de la corde transmise à cette pièce de bois ici qu'on appelle la table d'harmonie.
Donc lorsque je fais vibrer une corde, elle fait vibrer ce bois, qui est un bois très tendre, c'est de l'épicéa. Deuxième étape, la vibration de cette table d'épicéa se transmet à l'air qui est contenu dans la caisse de résonance que vous avez ici, qui est dans un bois plus solide, et ces deux opérations, bout à bout, vont amplifier naturellement le son et faire la différence entre une simple corde tendue entre deux bouts de bois et un instrument de musique. Ce système d'amplification avec une table d'harmonie et une caisse de résonance n'est pas spécifique à la harpe. Dans un violon, par exemple, les cordes reposent sur une petite pièce en bois, un chevalet, qui vibre au contact de la vibration de la corde, et cette vibration du chevalet est transmise à la table d'harmonie puis à la caisse de résonance. La particularité de la harpe, c'est que les cordes touchent directement la table d'harmonie. Vous voyez, le principe est très simple, une corde qui fait vibrer l'air, et cette vibration est transmise de plusieurs façons, de façon à produire une amplification. Et c'est à peu près tout. Pourquoi chaque corde produit un son différent? Eh bien parce que chaque corde est différente par sa taille, son épaisseur, son matériau et sa tension. Et donc les fabricants de harpes conçoivent des cordes qui sont adaptées à chacune des notes que l'on veut jouer. On ne peut pas prendre une corde prévue pour être ici et la mettre ici. Ça ne va pas rendre. Donc il y a autant de types de cordes que de cordes dans une harpe, c'est-à-dire 47. Alors les cordes permettent bien sûr de jouer des notes, et les cordes que vous voyez ici correspondent aux touches blanches que vous voyez sur un piano, c'est-à-dire aux notes que la plupart d'entre vous ont dû apprendre au collège. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, et do. Comment est-ce qu'on s'y reconnaît? Eh bien, on leur attribue des couleurs. Toutes les cordes rouges sont des do, et toutes les cordes bleues sont des fa. Pour les autres, on se repère par rapport à ces do et ces fa. Si je veux jouer un ré, je sais que c'est la corde qui est juste après le do, la corde rouge, et qui est donc ici. Je peux ainsi retrouver toute la gamme. Alors je dis les do, les fa. En effet, la gamme est répétée plusieurs fois sur la harpe. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle du même nom des notes qui ont des sons différents? Le son d'un do grave et celui d'un do aigu sont différents, et pourtant, si je les joue ensemble, ils sonnent particulièrement bien à nos oreilles. Et c'est normal parce que leur fréquence de vibration est d'un rapport de 1 à 2. Entre ce do-là et ce do-ci, le deuxième do fait vibrer l'air à une vitesse 2 fois plus rapide que le premier. Donc c'est ce qu'on appelle un octave. Et entre les deux, entre ces deux do, il y a 7 degrés de la gamme do, ré, mi, fa, sol, la, si. Dans d'autres civilisations, la gamme ne comprend pas 7 notes, mais par exemple 5, comme c'est le cas dans la musique chinoise. Alors on peut jouer toute la gamme de do sur la harpe, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, et plusieurs fois de suite. Mais alors, pourquoi y a-t-il des pédales? Et là, on va avoir un fonctionnement tout à fait différent de celui du piano. Au piano, il y a des pédales, mais les pédales servent à faire sonner les cordes plus ou moins longtemps. Sur la harpe, pas du tout. Mais si vous pensez au piano, sur un piano, il n'y a pas que des touches blanches. Il y a aussi des touches noires. Et il y a 5 touches noires par octave. Entre 2 do, vous allez trouver 5 touches noires. Cela veut dire qu'en fait, dans la gamme complète, il n'y a pas 7 notes, mais 12 notes. Et c'est pour pouvoir jouer ces 12 notes qu'à la harpe, on a besoin des pédales, et que c'est donc un instrument qui se joue autant avec les pieds qu'avec les mains. Donc quelles sont ces 5 autres notes? Eh bien, ce sont celles que vous connaissez comme des bémols ou des dièses. Do, do dièse, ré, ré dièse, mi, fa, fa dièse, sol, sol dièse, la dièse, si, et de nouveau do. Alors quel est le mécanisme? Comment se fait-il qu'en actionnant mes pédales, je modifie le son de ma corde? Eh bien en fait, les pédales sont reliées à un système qui passe dans la colonne, une longue tige qui passe dans la colonne, et qui va activer les petits crochets que vous voyez ici. Et en les activant, la pédale va diminuer la taille de la corde. Or, on l'a vu au début, plus une corde est petite, plus le son est aigu. Là, si je pars de mon do bécard, mon do naturel,
et que j'active ma pédale. Le petit crochet s'active et la corde est plus petite. Ma corde est plus petite, donc mon son est plus aigu. C'est le principe qui permet de jouer les dièses et les bémols. Inversement, si je relâche un peu ma pédale, je vais avoir un son plus grave. J'ai 3 positions possibles pour chaque pédale. Il y a 7 pédales comme les 7 notes de la gamme et chacune d'entre elles commande un système de tige qui permet de modifier la taille de tous les do, tous les fa, tous les ré, tous les si à chaque fois. On dirait pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait comme pour le piano, mettre toutes les cordes sur le même niveau. Pourquoi est-ce qu'il y a 7 cordes répétées plusieurs fois et pour le reste on a besoin des pieds. C'est un héritage historique, c'est le produit de toute une histoire qui a vu la harpe, qui au départ ne comprenait que ces cordes en quelque sorte principales, celles de la gamme de do, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. La harpe être transformée de façon à pouvoir jouer des notes supplémentaires. On en a ressenti le besoin à une époque où la musique occidentale a évolué et s'est fondée sur l'utilisation de 12 notes. Nous allons donc remonter dans le temps pour voir comment a été construit cet instrument au fil des siècles et pour quel type de musique. Il y a eu dans l'histoire de très nombreuses harpes. Qu'est-ce qu'on appelle une harpe ? Eh bien, c'est un instrument qui a des cordes accrochées à une table d'harmonie avec une caisse de résonance. C'est comme ça qu'on les distingue. Donc il y en a eu de très nombreuses qui comprenaient moins de cordes en général et qui n'avaient pas de pédale. Dans l'Égypte ancienne, il y avait des harpes comme celle-ci, que vous voyez, qui est constituée d'une caisse de résonance en cèdre et d'un cordier en pan maritime, dans lequel sont fichées des chevilles. Donc c'est exactement le même principe que la grande harpe. Les cordes étaient d'ailleurs probablement en boyau, comme aujourd'hui. La harpe était l'un des instruments les plus utilisés en Égypte. On en a trouvé quelques-unes, et on la voit représentée sur des stèles, comme ici, où le musicien joue devant le dieu Ré à tête d'oiseau. Mais malheureusement, on ne sait pas quelle musique était jouée sur cet instrument, car on n'a pas retrouvé de partition égyptienne. En revanche, on a des partitions de l'époque grecque, mais pas de chance, la harpe était alors moins populaire et les chants étaient plutôt accompagnés par des lyres. Donc on ne sait pas vraiment ce qui était joué sur ces harpes. Des harpes, on en trouve dans beaucoup d'autres civilisations, avec des formes un peu différentes, mais toujours sur le même principe. Pour en revenir à la musique européenne, la harpe antique semble s'être conservée au Moyen-Orient, après la fin de l'Antiquité, pour avoir été réimportée ensuite en Europe occidentale vers la fin du Moyen-Âge. À cette époque, les harpes comptent moins de cordes qu'aujourd'hui. Elles sont plus petites et on peut même les tenir sur ses genoux. Elles comptent environ 30 cordes, mais c'est variable, parfois un peu plus, parfois un peu moins, et elles n'ont toujours pas de pédale. La harpe est un instrument très populaire au Moyen-Âge. Je vais vous faire écouter un extrait d'une chanson médiévale accompagnée sur une harpe reconstituée comme on les fabriquait au XVe siècle. Vous l'avez entendu, le son est assez différent de celui d'aujourd'hui puisque la caisse de résonance est plus petite et les cordes plus fines. On joue dans une gamme plus aiguë, le son est plus pincé. Donc ce n'est pas tout à fait le même instrument, même si le principe est toujours le même. Alors pourquoi une harpe avec peu de cordes et sans pédale ? Eh bien parce qu'on peut jouer toute la musique médiévale sur un petit nombre de cordes. Cela correspond à la musique de cette époque. La musique médiévale est ce qu'on appelle une musique modale. Cela veut dire que pour un morceau, on utilise un mode. Un mode est un ensemble de 7 notes. Et tout le morceau est basé sur ces 7 notes. Par exemple, le mode dorien, qui correspond à cette gamme de do que je vous ai joué plusieurs fois. Mais on peut aussi, donc je peux jouer un morceau en n'utilisant que ces 7 notes. Mais je peux aussi choisir 7 autres notes et je vais réaccorder ma harpe pour jouer sur cette autre note. Je n'en utiliserai quand même que 7.
Par exemple, je peux vouloir utiliser le mode phrygien qui ressemble à ceci. Vous voyez que ce ne sont pas les mêmes notes que celles que je vous joue depuis tout à l'heure, qui au Moyen-Âge s'appelle le mode dorien. Donc pour la musique du Moyen-Âge, la harpe correspond tout à fait. On choisit un mode, on accorde les cordes de façon à avoir les 7 notes dont on dispose et il n'y a pas de problème. Par contre, cela va poser un problème à partir du XVe et du XVIe siècle. À partir de ce moment-là, la musique occidentale connaît une évolution lente, et petit à petit, la musique modale du Moyen-Âge laisse la place à ce qu'on appelle la musique tonale. Pour simplifier, au lieu de jouer un morceau dans un seul mode, donc avec 7 notes, on va mettre au point un système permettant d'utiliser tous les demi-tons de la gamme. On va s'autoriser, en quelque sorte, à changer de mode au milieu d'un morceau. Au lieu de rester dans les 7 notes, on va changer de mode, donc avoir besoin de plus de notes. Et pour cela, on va fixer la valeur des 12 notes que nous connaissons aujourd'hui. Donc avec ces 12 notes, on a une gamme plus large, en réalité, qui permet, à l'intérieur d'un morceau, de passer d'une ambiance à une autre. Alors cette évolution, et notamment la fixation de la valeur exacte des 12 notes, est achevée à la fin du XVIIe siècle, et la musique classique a alors ses bases qu'elle garde jusqu'à aujourd'hui. Les morceaux sont écrits en utilisant des gammes formées à partir de ces 12 notes. Je vais vous passer un extrait d'un morceau qui symbolise ce changement. C'est le début du premier prélude du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach, qui a été écrit dans la première moitié du XVIIIe siècle. Ce prélude n'a pas été écrit pour la harpe, mais pour le clavier. On ne sait pas exactement pour quel instrument, peut-être le clavecin ou le clavicorde, l'ancêtre du piano. Mais peu importe ici, l'important c'est que Jean-Sébastien Bach a écrit un morceau dans chacun des tons de cette gamme qu'on appelle tempérée, d'où le titre du recueil de morceaux de Jean-Sébastien Bach, le clavier bien tempéré. Et pour pouvoir jouer une musique tempérée, eh bien, il faut des instruments tempérés, dont le piano et la harpe, deux instruments à peu près contemporains qui ont été inventés pour cette nouvelle musique. Bach, c'est le début du XVIIIe siècle. Et c'est aussi le moment où l'on progresse pour modifier l'instrument médiéval pour que la harpe soit adaptée à cette nouvelle musique. Alors comment faire pour pouvoir jouer les 12 demi-tons, les 12 notes de la gamme chromatique? Une solution a été de multiplier le nombre de cordes en inventant ce qu'on appelle des harpes doubles. Et ça existait en fait dès le XVIe siècle. À la fin du XVIe siècle à Naples, on a même inventé une harpe à triple rangée. Mais c'est une autre solution qui s'est finalement imposée, car ces harpes étaient difficiles à jouer. Au début du XVIIIe siècle, dans les années 1700, donc à la même époque que Jean-Sébastien Bach, on invente le principe des pédales. Les premières harpes construites sur ce principe sont dites à simple mouvement. Il n'y a que deux positions possibles des pédales. À la même époque, on invente un troisième système, un système de crochets placés en haut des cordes qui vont s'imposer sur les harpes celtiques et qui existent encore aujourd'hui. En actionnant le crochet, on fait à la main ce que l'on fait avec les pieds sur la grande harpe, tendre ou détendre la corde d'un demi-ton. Ces systèmes, plusieurs rangées, pédales ou cordes, permettent de jouer enfin toutes les notes de la gamme chromatique. Et la harpe revient en grâce puisqu'elle était un peu tombée en désuétude au XVIIe siècle du fait qu'elle commençait à être inadaptée à la musique classique. La harpe devient même un instrument très prisé dans la noblesse et la bonne bourgeoisie du XVIIIe siècle. La reine Marie-Antoinette elle-même en jouait et plusieurs tableaux représentent la cour avec une harpe. Mais enfin, heureusement, la harpe a survécu à la monarchie et à Marie-Antoinette, et le nombre d'œuvres pour harpe augmente à la fin du XVIIIe siècle, au XIXe siècle, jusqu'à la dernière étape qui permet la constitution de cet instrument, qui est l'invention du double mouvement de pédale, et pour chaque pédale, il y a désormais 3 positions, ce qui donne beaucoup plus de souplesse.
À partir de là, la harpe moderne ne change plus beaucoup, mais on a quand même tenté d'élargir ses possibilités. À la fin du XIXe siècle, il y a même toute une concurrence entre la harpe à double mouvement et ce qu'on appelle la harpe chromatique. Cette concurrence est intéressante parce que c'est aussi une concurrence commerciale entre deux fabricants de harpe, des gens qu'on appelle des facteurs de harpe. Les fabricants d'instruments de musique, on appelle des facteurs. Donc il y a une guerre entre les facteurs Pleyel et Erard, qui sont aussi des facteurs de piano. Et au début du XXe siècle, le facteur Pleyel, l'entreprise Pleyel, conçoit une harpe avec deux plans de cordes croisés. Une harpe qui compte 78 cordes, qui est extrêmement difficile à jouer, mais qui permet d'exécuter beaucoup plus vite la gamme chromatique, la gamme à 12 tons. Mais elle a d'autres défauts, il y a d'autres choses pour lesquelles elle est moins pratique. Pleyel commande à un grand compositeur du début du XXe siècle, Debussy, une œuvre pour montrer que sa harpe est la plus virtuose et pour gagner sur le marché des harpes. En riposte, le facteur Erard commande à un autre grand musicien du début du XXe siècle, Maurice Ravel, une œuvre sur sa harpe à double mouvement en 1905. Et finalement, dans cette guerre entre facteurs, c'est Erard qui l'emporte et la harpe chromatique cesse d'être produite à partir des années 1930. La harpe à double mouvement a gagné et s'impose. Pour finir, quelques mots sur la harpe celtique, dont je n'ai pas du tout parlé encore. C'est un instrument très proche, mais avec lequel on ne peut pas tout à fait jouer les mêmes morceaux. La harpe celtique est plus petite, les cordes sont souvent en nylon et non en boyau, plus rarement en boyau en tout cas, et il n'y a pas de pédale. On a gardé le système de crochet dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ce système de crochet est moins souple pour faire des demi-tons, puisqu'on doit déplacer la main pour aller bouger le crochet soi-même au lieu de pouvoir utiliser ses pieds. Donc on y joue des morceaux un peu différents, et puis l'autre grande différence, c'est qu'elle est beaucoup plus facile à transporter puisqu'elle est plus petite. C'est un instrument en fait qui dérive de la harpe médiévale et qui n'a jamais disparu de la musique populaire, alors que la grande harpe, la harpe classique, a été créée pour la musique de la noblesse et de la bourgeoisie. Et comme la musique continue à évoluer, eh bien la harpe continue à se transformer. On trouve ainsi aujourd'hui des harpes électriques pour jouer du jazz, du rock ou d'autres musiques contemporaines. Donc pour conclure, les instruments ont une histoire comme la musique a une histoire. On construit les instruments dont on a besoin en fonction des goûts musicaux, des modes musicales, et l'histoire de la harpe illustre cette capacité d'adaptation, cette transformation des instruments pour répondre à l'évolution des goûts musicaux. Et comme l'évolution de la musique continue, il est certain que les instruments continueront eux aussi à évoluer.